À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. On commence à voir se dessiner ce matin le nouveau visage de la Knesset, le Parlement israélien. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po. On va commencer par un tweet de Benjamin Netanyahou, même s'il n'a pas mis le hashtag un matin. Contre tous les pronostics, une grande victoire pour le Likoud, une grande victoire pour le peuple d'Israël, écrit le Premier ministre sortant. Ce matin, c'est un peu l'école des fans. On a l'impression qu'on revendique la victoire des deux côtés. Le Likoud à droite, les travaillistes à gauche. Qui a vraiment gagné ces élections ? Alors les travaillistes font un bon score, ils étaient à 14 députés, ils en auront 24 ou 25, donc incontestablement pour Herzog, qui n'est pas quelqu'un d'extraordinairement connu au sein même d'ailleurs de la société israélienne, c'est très positif, mais incontestablement Netanyahou l'a emporté, non seulement parce qu'il a déjoué effectivement les sondages, vous l'avez très bien dit, mais parce que 29 ou 30 députés, c'est mieux que ce que Likoud, ce dont le Likoud disposait jusqu'à présent, et puis surtout, du coup c'est le seul à pouvoir constituer une coalition gouvernementale. L'arithmétique là-dessus est implacable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suspense. Netanyahou était Premier ministre hier, il sera Premier ministre demain ? La réponse est oui. Parce qu'avec un tel score, le président de l'État, dont c'est à peu près d'ailleurs la seule prérogative, va devoir appeler le numéro 1, celui qui a remporté le maximum de suffrages exprimés. C'est donc le Likoud. Et il aura 3 semaines renouvelables une fois pour créer sa coalition, devant dépasser la barre non seulement symbolique mais institutionnelle de 61 députés sur 120. Donc la majorité absolue. Et aujourd'hui, l'arithmétique, je le disais, est implacable. Il y a des réserves de voix au centre, à droite et dans les partis religieux pour Netanyahou. Il n'y en a pas à gauche pour Herzog. Et en même temps, il avait provoqué ces élections anticipées parce que sa majorité s'était un peu disloquée. Netanyahou, il aura suffisamment d'alliés pour retrouver une coalition ? Oui, parce que, vous savez, comme toujours, on aime bien s'approcher du pouvoir lorsqu'on est homme politique. Et aujourd'hui, au centre, à droite, sur plusieurs partis très populistes, mais également au sein des partis religieux, on souhaite accéder à des postes ministériels. Et fondamentalement, qu'on soit favorable à la ligne du Likoud ou qu'on soit un petit peu plus éloigné, on trouvera moyen de créer cette coalition avec lui. Et encore une fois, 24 députés sur 120, pour Herzog, ça ne suffit pas pour imaginer, espérer arriver à 61. La surprise de ces résultats, c'est le score du Parti des Arabes israéliens, qui arrive, semble-t-il, 3e. Quel rôle joue-t-il ? Est-ce qu'ils peuvent être aussi des faiseurs de roi ? Ils ne peuvent pas s'entendre avec Netanyahou, ça j'imagine, les Arabes israéliens. Non, ça c'est absolument impossible. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus, ou ils ne veulent pas non plus s'entendre avec Herzog. Parce qu'il faut bien comprendre que le centre-gauche en Israël a établi un programme qui ne correspond pas aux revendications de ces Arabes israéliens, dont il faut quand même rappeler qu'ils sont extrêmement divisés. Pourquoi on a aujourd'hui un bloc unifié de 13 députés arabes israéliens ? Simplement parce que les 3 à 4 partis qui jusqu'à présent rivalisaient risquaient de ne pas passer le seuil d'éligibilité établi à 3,25%. Autrement dit, ils se sont alliés, mais une fois élus, on va voir que de nouveau, ils entretiennent entre eux des clivages extrêmement durs, très forts, donc ils ne sont pas du tout unis, et puis surtout, encore une fois, ils ne vont pas se coaliser ni avec Herzog, ni avec Netanyahou. Frédéric Ancel, puisque vous nous dites que Netanyahou a gagné et qu'il sera Premier ministre encore pour les années qui viennent, il y a évidemment un de ses propos de fin de campagne qui revient en boomerang. Il a enterré publiquement l'idée d'un État palestinien. Ce sont des propos de campagne ou c'est sa conviction profonde ? Est-ce que ça veut dire que pour les années qui viennent, il n'y aura pas de solution au conflit israélo-palestinien ? Je serais relativement réservé, sinon pessimiste. Autant en 2009, sous la pression de Barack Obama, en juin 2009, Netanyahou avait fait un discours très intéressant où il disait que la perspective, c'était bien évidemment un État palestinien démilitarisé. Autant en pleine campagne électorale et aujourd'hui, après la campagne, avec un score très favorable, il a les coups des franches pour ne pas mettre en application. Et je considère que dans un premier temps, au moins en tout cas ces 2-3 prochaines années, il y a quand même très peu de chances, malheureusement, de voir le processus de paix revenir sur les rails. Et que dit la société civile israélienne là-dessus ? Mais écoutez, on n'a pas beaucoup parlé pendant la campagne électorale, parce qu'on oublie systématiquement que les Israéliens ne font pas du matin au soir que de la politique, que de la stratégie et que de la tactique. Ça, c'est notre vision à nous à l'extérieur. De l'extérieur, bien sûr. De résumer Israël au conflit israélo-palestinien. Exactement. Or, la société israélienne connaît des problèmes, notamment sur le plan social, puisque si l'économie globale fonctionne bien, et d'ailleurs Netanyahou est crédité par la société israélienne d'une réussite économique, sur le plan social, c'est beaucoup plus difficile. Et la quasi-totalité des thèmes programmatiques de cette campagne ont porté sur le social et l'économique et presque rien sur le dossier israélo-palestinien. Alors que Netanyahou avait tout misé sur le dossier, enfin, sur la sécurité, ça veut dire qu'il gagne en n'étant pas sur les thèmes majeurs de campagne. C'est un peu le paradoxe de ce matin. Alors vous avez raison, sauf que encore une fois, l'économie globale fonctionne plutôt bien quand même. On parle beaucoup des Français qui partent vivre en Israël. Est-ce qu'ils pèsent politiquement dans le pays ? Alors, d'un point de vue arithmétique et statistique, non, parce que en ajoutant les Français qui sont partis ces dernières années, qui sont en nombre important,
important. À ceux qui étaient déjà partis en Israël depuis la création de l'État en 1948, vous n'atteignez pas 100 000 personnes. Et aujourd'hui, pour Sur obtenir 6 millions d'électeurs. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, pour obtenir un siège, il en faut 140 000. Donc vous voyez que c'est quand même relativement marginal. On imagine qu'il y en a un qui fait la grimace ce matin, c'est Barack Obama. Il ne s'entend pas avec Benjamin Netanyahou. Comment on réagit aux États-Unis? On a déjà des pistes, une idée? Non seulement il ne s'entend pas avec lui, mais il avait pesé de tout son poids pour satisfaire, enfin pour essayer de favoriser plus exactement la gauche. Mais il faut bien comprendre que Barack Obama, c'est fini. Hein. Il est démonétisé, dans un an et demi il n'est plus président. Et puis d'ici là, de toute façon, il n'a plus la majorité au Sénat. Mais il est bien clair que dans le duel qui a opposé ou qui aura opposé pendant 6 ans et finalement 8 ans Netanyahou à Obama, Netanyahou l'aura largement emporté. Une question de Julia sur Europe1.fr. Que représente Netanyahou pour les Israéliens? Est-ce que c'est un homme qui, de toute façon, aura vraiment marqué l'histoire politique du pays? Est-ce que c'est le De Gaulle israélien? J'en sais rien. Est-ce que... Le De Gaulle, pour l'instant, il n'a pas démontré de véritables qualités de stratège. Tacticien politique redoutable, on vient de le voir encore cette nuit et hier. Stratège, non, pas encore, en tout cas, il ne l'a pas démontré. Mais dans tous les cas de figure, ne serait-ce que parce qu'il est en train de s'approcher du record de longévité politique de David Ben Gourion. Et excusez du peu, absolument, le fondateur de l'État, ne serait-ce que pour ça, d'ores et déjà, Netanyahou fait partie de l'histoire d'Israël. Il a déjà dirigé pendant 9 ans le pays, c'est ça? Absolument. Donc s'il va au bout du mandat, il battra ce record. Absolument, et il a commencé en 1996, alors qu'il était un jeune député israélien. Merci Frédéric Ancel d'être venu répondre en direct aux auditeurs d'Europe 1. Je signale qu'une nouvelle édition de votre atlas géopolitique d'Israël, Les défis d'une démocratie en guerre, est sortie il y a quelques semaines, publiée aux éditions Autrement. Et je rappelle ce que vous nous dites, pour vous, il n'y a aucun doute possible, Netanyahou restera le Premier ministre israélien. Merci, bonne journée.